Alors que le mandat du président congolais est arrivé à son terme depuis le 20 décembre 2016, la République démocratique du Congo s'enfonce dans une impasse politique. La crise dans la crise, elle est économique et sociale et elle risque d'annoncer des conséquences dramatiques dans le pays et aussi dans toute la région. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa avec Ousmane Kaba, journaliste politologue. Bonjour Ousmane. Bonjour Mona. Nous discutons avec Madame Marie Arena. Bonjour. Eurodéputée socialiste. Bonjour. Bonjour. Monsieur Katebe Katoto, homme d'affaires et politique. Bonjour. Bonjour. Muriel Demey, journaliste Le Point Afrique. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Christian Eboulé, journaliste TV5 Monde. Bonjour. Bonjour Mona. Et voilà, donc, comme l'a annoncé Mona, nous allons parler de cette situation, surtout particulièrement au Congo. Président Katebe, donc depuis le 19, tout le peuple congolais était en haleine. Mais après, on a l'impression que tout s'effrite. Et vous, à votre niveau, où en êtes-vous exactement? Comment comprenez-vous cette situation en ce 30 janvier où rien ne bouge? Et le rassemblement, où en êtes-vous, Président Katebe? Merci beaucoup de la question. Vous venez de souligner surtout les lignes maîtresses de la situation. Il y a la Constitution, il y a le mandat présidentiel et il y a eu des négociations et il y a eu un accord politique. Cet accord, mauvais, bon qu'il soit, il y a un accord. Nous devons nous atteler pour aller de l'avant sur l'accord. Aujourd'hui, mettons le passé derrière, parce que ce qui doit plus nous intéresser et qui est prioritaire, c'est le quotidien, le bonheur du peuple congolais. Il y a 85-86 millions qui doivent se poser la question tous les matins, comment ils vont manger, comment ils vont avoir accès aux soins médicaux, comment ils vont avoir accès à la scolarité des enfants, comment ils vont avoir accès à la mobilité. Ça, c'est le plus important. Donc, il y a un accord. Il faut l'appliquer. Aujourd'hui, il y a un blocage qui est pour moi, et je le dis et je le répète, qui n'a pas vraiment de raison d'être, surtout quand il s'agit du point de la désignation du Premier ministre. Dans l'accord, il est dit que le Premier ministre viendra du rassemblement et qui sera nommé par le président de la République. Donc, cet accord, après fin mandat du président Kabila, cet accord a donné mandat au président de la République jusqu'aux élections. Donc nous devons être conséquents avec nous-mêmes et être responsables des actes que nous posons. Et surtout quand nous mettons une signature sur un document, il faut savoir ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire. La majorité présidentielle demande que le rassemblement présente 5 à 3 noms, 3 à 5 noms. Le rassemblement se cantonne sur un seul nom. Et c'est ça le blocage. Mais je ne vois pas la raison de blocage, puisque que ce soit 3 noms, 5 noms, ils viennent du rassemblement. La majorité n'a pas demandé que dans les 5 noms, qu'il y ait 2 noms de la majorité présidentielle et 3 noms du rassemblement. Non, la majorité dit, bon, au lieu d'un seul nom, donnez-nous 3 ou 5 noms, mais du rassemblement, et le président de la République va désigner parmi vos candidats. Le blocage est là. En suivant les évêques et les discussions, les négociations, même les évêques même qui dirigent les débats à la Cinco l'ont bien répété en disant mais c'est tout à fait raisonnable, même nous au Vatican, quand on doit choisir un évêque ou quoi, on n'envoie pas un seul nom, on envoie 3 noms, même plus, ce qui est logique. Donc au fond, c'est même l'esprit de la démocratie. Parce que si on se cantonne sur un seul nom, c'est-à-dire il y a déjà la ligne de conduite qui est tracée,
et il y a des intérêts derrière. Nous ne devons pas privilégier nos intérêts, nous devons privilégier les intérêts de la nation. J'aimerais bien que vous dites à ceux qui ne savent pas, Oui. le rassemblement, Oui. c'est quoi finalement? Ben, C'est qui? Les rassemblements, c'est les forces vives de la nation, les forces politiques et sociales, donc groupées au nom, donc autour d'une institution politique. Il y a eu des assises ici à Genval. C'est là où nous avons mis sur pied les rassemblements. Et au sein du rassemblement, il y a un conseil des sages, dont moi-même j'ai fait partie du conseil des sages. Et nous avons mis à la tête de ce conseil des sages le président Tshisekedi Étienne comme président du conseil des sages du rassemblement. Et au fond, c'est une opposition, une vraie opposition qui s'est opposée au pouvoir. C'est pourquoi la première négociation qui a eu au mois d'octobre, soi-disant avec une opposition qui était dirigée par Edem Kodio, ça n'a pas donné de résultats parce qu'il n'y avait pas la vraie opposition. C'est pourquoi les évêques, l'Église catholique a pris les choses en main, une chose que nous saluons d'ailleurs, et l'Église a bien mené les négociations, et là, avec la majorité présidentielle et la vraie opposition représentée par les rassemblements. C'est ainsi, même après signature, il y a eu d'autres groupes qui n'étaient pas présents, qui n'ont pas signé, qui sont allés signer après, qui ont donc rallié donc, le camp de l'opposition. Et cet accord, M. Katebe, c'est une victoire de l'opposition ou c'est une victoire du peuple congolais? Vous diriez quoi? Non, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas une compétition. C'est le peuple. Et ça, c'est l'essentiel. Le peuple aspire au changement. Le peuple aspire à son bonheur. Le peuple veut absolument tout faire pour chasser cette misère qui a élu domicile chez nous. Donc, le rassemblement s'est bâti au départ avant le 20 décembre pour le respect strict de la Constitution. Et le peuple a suivi. Bon, il y a eu des manifestations, il y a eu des incidents, il y a eu des morts, il y a eu tout ce que vous voulez. Bon, à la fin, il y a eu cet accord négocié par la CENCO. Donc on a privilégié une solution politique calée chaque fois à l'affrontement où il y a des morts, il y a des victimes chaque fois. Et tout ce monde qui a perdu, qui a sacrifié sa vie, a servi à quoi? C'est ainsi qu'on a dit qu'il faut qu'on trouve une solution politique. Et la solution politique qu'on a trouvée, c'était, au fond, quel est le but, quel est l'objectif? C'est les élections. Il faut aller aux élections. Comme on n'a pas pu organiser les élections en 2016, il faut qu'on les organise en 2017. Pour ça, il y a une transition. Donc on ne peut pas non plus laisser les vides politiques. Bon, c'est ainsi qu'on a fait cet accord. C'est pour aller, au fond, l'objectif de cet accord et du gouvernement de transition, c'est l'organisation des élections dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de la nation, donc du peuple congolais. Donc la victoire appartient au peuple. Madame Arena, justement, l'Europe a bien accueilli les accords de la CENCO et les encourage même. Quelle est la position européenne par rapport à cette impasse politique? Alors je pense que la première chose à dire, c'est que les premiers responsables de l'impasse politique, c'est le gouvernement Kabila qui avait connaissance de la date limite de son mandat, qui avait connaissance de la Constitution et qui n'a rien fait pour respecter cette Constitution. Je dirais même que du contraire, il a tenté à plusieurs reprises de modifier la Constitution et grâce à la vitalité d'une opposition citoyenne, eh bien, il n'a pas pu faire cette modification de Constitution. Et donc je dirais que plutôt que de parler de victoire, parce que je pense qu'on n'est pas encore à une victoire aujourd'hui en RDC, mais je parlerai d'échec, d'échec de la majorité actuelle, échec d'avoir pu organiser, je dirais, des élections, mais aussi échec d'avoir essayé de changer cette Constitution. Alors, bien entendu, on a soutenu le dialogue parce que le dialogue était le seul moyen d'éviter le chaos dans ce pays,
et d'éviter des situations de violence extrême dans ce pays. Et je dis bien de violence extrême parce que les violences existent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Que ce soit par le biais de la pauvreté des populations, c'est une violence insupportable qui est infligée à la population congolaise, mais aussi les violences d'instabilité que l'on peut retrouver dans les Kivu, par exemple, quand on voit à Beni ce qui se passe, et donc aussi là, l'incapacité du gouvernement actuel de garantir la sécurité de sa population actuellement. Et donc, on a évité les violences extrêmes qui étaient les violences de la rue, qui demandaient effectivement l'organisation de ces élections, mais en même temps, nous n'avons pas aujourd'hui la garantie que cette période de transition va apaiser le pays, que ce soit sur un plan économique, que ce soit sur un plan, je dirais, de sécurité dans les différentes régions. Et donc l'Europe a soutenu le dialogue, bien sûr, mais l'Europe va être très attentive à ce qui va se passer cette année pour justement faire pression sur, je dirais, cette nouvelle alliance que l'on trouve en RDC et faire en sorte que les populations soient les premières bénéficiaires. Parce que, comme vous le disiez, les populations, elles veulent manger, elles veulent avoir accès à des services, elles veulent avoir de l'éducation, elles veulent être protégées. Et donc nous allons faire par exemple une résolution au Parlement européen qui demande d'aller dans ce sens, d'organiser les élections bien entendu, mais de protéger les populations congolaises qui me semble être la première chose à faire aujourd'hui en RDC. En parlant de résolution, est-ce que celle concernant les sanctions a été efficace ? Alors, nous avons plaidé effectivement pour qu'il y ait des sanctions ciblées à l'égard des personnes responsables des violences. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de manifestations en RDC avant, je dirais, cette date de décembre, qu'il y a eu beaucoup de morts en RDC. Et donc, nous avons voulu faire pression sur les personnes qui étaient finalement celles qui ne garantissaient pas la protection des populations. Alors, j'espère que ces sanctions ciblées sont de nature à responsabiliser les autorités congolaises à respecter un certain nombre de principes qui sont les principes des droits de l'homme. À l'égard, par exemple, des journalistes, à l'égard des mouvements qui sont des mouvements de jeunes qui n'ont qu'une envie, c'est qui aspirent au bien-être dans leur pays. On a rencontré les différents jeunes universitaires ou pas universitaires qui nous disaient « nous, ce qu'on veut, c'est des élections pour le bien-être des populations ». Et finalement, ces jeunes sont souvent ceux qui ont été ciblés par les autorités congolaises. Alors on espère que ces sanctions aient pu faire pression, même si M. Lambert Mende a rapidement, je dirais, critiqué les sanctions qui avaient été émises par l'Europe. Ce n'est pas de l'ingérence de faire des sanctions. L'Europe estime qu'elle est partenaire de la République démocratique du Congo, comme elle est partenaire d'autres pays africains dans le cadre des accords de Cotonou, et que ce partenariat représente des droits et des devoirs de part et d'autre, et que tous les partenaires doivent respecter ces droits et ces devoirs. Malheureusement, la République démocratique du Congo ne les a pas respectés. Et donc, il était impératif pour nous d'avoir un outil tel que des sanctions ciblées. À l'heure actuelle, il y a quand même un peu une nouvelle donne, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le blocage vis-à-vis de cet accord venait quand même essentiellement de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, on s'aperçoit que même au sein du Rassemblement, il y a des blocages parce que est-ce qu'on en présente un, deux ou trois ? Qu'est-ce qu'il y a comme moyen aujourd'hui pour faire évoluer la population avant peut-être que avant peut-être que la population, elle, dicte son point de vue dans la rue. Quels sont les moyens, par exemple, au niveau d'une partie du Rassemblement pour faire évoluer la chose ? Bon, la première chose qu'il faudra garder à l'esprit, l'image du Congo de demain dépendra de la transition. Si la transition elle est bien conduite, elle est dans de bonnes mains, le Congo demain pourra respirer et vous aurez besoin de moins d'intervention sur le plan de la communauté internationale. Mais ça rappelle un peu la transition de 2002. Qu'est-ce qui a marché en 2002 et qui, cette fois-ci, pour l'instant en tout cas, ne marche pas? Oui, mais je dirais non, parce que ce qu'il y a aujourd'hui, cette transition est régie par un accord, et cet accord, par sa priorité, son objectif principal, c'est l'organisation des élections. C'est pour cela que j'insiste, il faudra
qu'il y ait des hommes valables pour diriger cette transition, pour qu'on puisse respecter l'accord. Parce que ce n'est que l'accord qui nous régit aujourd'hui. Absolument. Si je puis me permettre, c'est des femmes, parce que les femmes congolaises ont un rôle important à jouer dans cet espace de la Ce transition. qui est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que nous allions faire, nous? Mais elles ne sont pas très présentes aujourd'hui dans l'accord. Elles doivent être présentes. Elles doivent être présentes. C'est pourquoi même quand il y aura même un gouvernement de transition, il faut qu'il y ait des femmes aussi dedans. Parce que souvent, on a tendance à oublier la femme. Mais c'est elle. Si vous réfléchissez très bien, tous les raisonnements, toutes les justifications, les solutions proposées d'une façon intelligente, je ne vais pas parler contre les hommes, parce que j'en suis moi-même un, mais viennent à 90% des femmes. Donc il y a une sagesse qui est chez la femme. Absolument. Donc on ne peut pas négliger la femme. Et si nous voulons arriver à des solutions fiables et dans l'intérêt surtout de la nation, au fait, ce qui se passe aujourd'hui, la politique, la classe politique au Congo, c'est qu'on oublie que le pouvoir appartient au peuple et lui seul peut vous donner mandat. Alors quand quelqu'un vous donne mandat, il vous donne des objectifs, le peuple vous donne mandat, il vous dit « fais tout pour que je puisse avoir mon quotidien comme il faut ». Donc vous avez des comptes à lui rendre parce qu'il vous Absolument. a donné un mandat. Absolument. Mais on oublie. Donc il faudra absolument privilégier d'abord la population, l'intérêt de la nation et mettre de côté les intérêts individuels. Ça ne manque jamais. Il n'y a personne Absolument. qui va dire je n'ai aucun intérêt. C'est aussi là, l'utopie. Donc il y a des intérêts personnels, mais il faut que les intérêts personnels s'harmonisent avec l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, qui est au centre, c'est le peuple. C'est celui-là. Donc il faut des hommes capables pour diriger cette transition, pour pouvoir donner belle image à la République de demain. Quels moyens vous avez au sein du Rassemblement pour faire évoluer les choses au sein du Rassemblement? C'est ça la question quand même. Bon, c'est-à-dire, au sein du Rassemblement, c'est quoi? L'étape, je vais dire, capitale a été déjà franchie, le fait qu'il y ait un accord. Ça, c'était le plus important. Maintenant, nous sommes en train de nous perdre, de nous disperser dans les modalités d'application. Et c'est là, sans vouloir le dire directement, je le dis indirectement, les intérêts personnels commencent à émerger et c'est ce qui bloque l'accord, de part et d'autre. Parce que, bon, quand la majorité présidentielle exige autant de ministères et tel ministère, bon, il faut négocier, nous sommes dans l'accord. Mais l'autre côté, quand la majorité présidentielle demande de dire, écoutez, c'est vous qui allez donner le Premier ministre, mais donnez-nous 3 noms. Voilà. Mais le Rassemblement bloque, ça ne va pas. Il faut un seul nom. Donc, pourquoi on insiste sur un seul nom? Parce qu'il y a des intérêts et il y a un objectif derrière. Donc, ça, ce n'est pas ça l'intérêt de la population. M. Katebe, c'est Oui. justement ça qui démontre le discrédit de la classe politique congolaise. Et pourquoi l'épiscopat est devenu le seul levier incontournable maintenant? Parce que les politiciens n'existent pas. Et pourquoi ce sont les mêmes depuis 1960? Mais justement, je vous donne tout à fait raison. J'ai parlé de l'Église catholique, tout ça, qui a mené un travail louable. Aujourd'hui, en résumé, qu'est-ce qu'on va dire? Le pouvoir ou la politique en général a rompu, il n'y a plus de confiance entre le pouvoir et le peuple. Il y a divorce total. Le pouvoir avec l'Union africaine, la confiance est rompue. Le pouvoir entre le pouvoir et l'Union européenne, la confiance est rompue. Le pouvoir avec la communauté internationale, le pouvoir est rompu. Donc la première chose qu'il faudra faire, c'est faire
tout pour rétablir cette confiance en envoyant des signaux très très forts à la population, à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la communauté internationale. Parce que ce n'est que sur base de la confiance que vous pouvez construire quelque chose de solide. Quand vous allez voir vos partenaires, je vais donner l'exemple de la situation actuelle. Il faudra des élections, mais il faudra des moyens. Comment allez-vous toquer à la porte de Mme Arena en disant « Donnez-nous des fonds ». Si elle ne nous fait pas confiance, elle ne va pas ouvrir sa caisse. Donc, il faut qu'il y ait d'abord une confiance, que ça soit rétabli. Parce qu'elle doit savoir son argent qu'elle va donner va servir à quoi? Va aller où? Madame Arena, justement, vous ressentez ce discrédit de la classe politique congolaise de part et d'autre, tant au niveau de la majorité présidentielle que dans l'opposition, où ces derniers temps, on parle d'un partage de gâteaux? Alors moi je pense qu'il faut donner toutes ses chances à cet accord dit inclusif. Et s'il est inclusif, il faut effectivement que chacun puisse faire valoir ce qui a fait qu'il est rentré dans l'accord. Donc si le Rassemblement estime que l'accord dit le Premier ministre doit être issu du Rassemblement, je trouve qu'il est légitime que le Rassemblement organise en interne la manière dont il va désigner la personne qu'il va pouvoir mettre à la place de ce Premier ministre. N'oublions pas que dans le cadre de l'accord, l'objectif était de faire une transition avec M. Kabila qui ait le moins de pouvoir possible. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire comprendre aussi au clan Kabila qu'il ne s'agissait pas de faire business as usual, c'est-à-dire M. Kabila au pouvoir de tout. Donc ça a été ça l'accord inclusif, c'était de dire on est d'accord de prolonger, d'ailleurs à un moment donné la question a été posée de savoir si Kabila devait continuer dans cette transition. Donc l'accord inclusif c'était on est d'accord de prolonger, la majorité voulait maintenir Kabila, le Rassemblement disait avec le moins de pouvoir possible. Donc il n'est pas normal maintenant que ce soit M. Kabila qui dise c'est moi qui désigne. Et donc je trouve qu'il est malgré tout légitime que le Rassemblement dise il me revient. Et donc, il est dans mon organisation du Rassemblement de pouvoir vous proposer quelqu'un. Je trouve que c'est légitime. Maintenant, si vous avez, encore une fois, un accord entre vous, entre le Rassemblement et la majorité pour le faire autrement, c'est autre chose. Mais je trouve que ce serait très légitime de pouvoir le faire avec la candidature du Rassemblement. Mais là, ce serait de l'ingérence de ma part de privilégier une part ou une autre. Ça vous concerne, c'est votre accord, à vous de le faire respecter dans ce qu'il représente. Et bien entendu, la crédibilité est importante. Nous croyons dans ce dialogue. Nous pensons qu'il faut passer par ce dialogue pour pouvoir sortir de la crise. Nous soutenons effectivement le dialogue et je trouve que la SENCO a fait un travail remarquable. Et donc, à vous de gagner la confiance de vos partenaires. C'est votre responsabilité, tant du côté du Rassemblement que du côté de la majorité présidentielle. Un mot, M. Katebe, sur cet accord. Moi, je maintiens, malgré ce que disait Maria Arena tout à l'heure, que c'est une victoire cet accord, non seulement parce que ce sont les Congolais, entre eux, qui ont réussi à trouver une solution à leurs problèmes pour une fois. Et je pense que pour l'Afrique, avec les multiples conflits qu'on connaît sur ce continent, c'est important en termes de symbolique. Mais revenons un peu sur cet accord. Est-ce que le danger n'est pas que la valeur morale que donne la SENCO à cet accord vole en éclats si l'impasse se poursuit? Oui, mais vous savez, comme je l'ai dit au début, j'avais dit qu'il y a un accord. Mauvais ou bon, il y a un accord. Et je vais aller vers Mme Arena pour dire, dans l'accord, il est dit que le rassemblement présente un Premier ministre. Mais dans l'accord, il est dit aussi que le président de la République le nomme. Oui, mais c'est pas... Oui. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il y a une ambiguïté. Voilà. Déjà là. Il ne faut jamais faire des règles ambiguës. Voilà, justement. La règle est ambiguë. Voilà, justement, c'est là le problème. Donc, c'est-à-dire, le président de la République s'est dit, bon, vous m'avez donné le pouvoir jusqu'aux élections et vous me donnez le pouvoir de nommer le Premier ministre. Alors, lui dit, mais vous avez dit que le Premier ministre doit venir du Rassemblement, ok? Mais au lieu de me donner un nom, donnez-moi 3 noms.
je vais nommer votre Premier ministre du Rassemblement. Il ne dit pas non, il dit je vais le nommer. Mais s'il y a, sur la liste des 3, il y a Madame Arena, il y a Mona, et il y a vous-même, vous êtes du Rassemblement, et que le président Kabila dit, bon, je nomme Madame Arena comme Premier ministre. Mais elle est du Rassemblement, donc ça ne change rien au fond. C'est pourquoi je dis, c'est un détail, mais oui, qui a Le diable se niche souvent dans les détails, dit-on. Oui, justement, en français. c'est un détail. Au fait, au sein du Rassemblement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nom qui a été fixé, mais sans passer, ça c'est la vérité, par les conseils des sages. Parce que l'organisation du Rassemblement, c'est quoi? Quand il y a des décisions qui doivent se prendre, le Rassemblement doit se réunir. C'est le conseil des sages qui se réunit et qui décide. Mais il y a un nom qui a été avancé, mais qui n'est pas passé au conseil des sages du Rassemblement. C'est lequel? Ah, ça, je ne sais pas. Bon, ça, je ne sais pas. Alors, c'est pourquoi il y a un problème au sein même du Rassemblement à cause de cette histoire. Mais c'est là la crédibilité. Voilà, s'il y avait donc une consultation au sein du Rassemblement, au Conseil des sages, dit voilà, nous avons l'accord et nous avons donc le privilège de nommer, de présenter un Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez? Mais au sein du Rassemblement, il y a plus de 8 plateformes qui sont là. Il n'y a pas que l'IDPS. Donc il fallait associer tous ces représentants du Rassemblement et trouver un nom. Un dénominateur commun. À ce moment-là, si l'accord était commun, il ne se poserait même pas de problème. On parle de Félix, le fils de Tshisekedi. Ça, c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas. Je voulais vous poser une question en tant que là, peut-être sous la casquette de l'homme d'affaires. Quel type de politique agricole on pourrait mettre en place qui permette à la fois de développer une agriculture de type mécanisé, avec des grands propriétaires, des grands fermiers, mais à qui on accorde souvent des grandes concessions, et permettre en même temps de développer l'agriculture paysanne? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des fois une antinomie qui a peut-être été le résultat de la difficulté qu'on rencontre au niveau de la production agricole congolaise? Oui, dans ce domaine-là, il faut d'abord une ferme volonté politique d'aller vers la production locale et consommation locale. D'ailleurs, moi-même qui vous parle, ceux qui me connaissent, quand j'étais au Katanga, je me suis lancé déjà dans cette politique depuis l'époque Mobutu, dans la production de vivres frais. Donc, j'avais installé des pêcheries au lac Tanganyika, lac Mouero. Je nourrissais la Gécamine à cette époque-là parce qu'ils avaient la politique de ravitaillement. J'ai donné à la Gécamine 500 tonnes de poissons par mois et 200 tonnes de viande par mois. Et à la population du Katanga, la même chose aussi, 600 tonnes à peu près par mois. Mais c'était une production locale. Et autour de mes projets, il y avait 3200 familles congolaises qui vivaient autour de ces projets. Et les gens consommaient localement. Donc il n'y avait pas une fuite de devises. Qu'est-ce qui s'est passé avant que je lance ce projet? On importait du poisson d'Afrique du Sud, c'était $. On importait des poulets, de la viande, des robes partout, c'était $. Avec cette politique, les gens se sont rabattus sur la consommation locale. Donc, ça, et c'est possible parce que nous avons une terre très fertile où même les mauvaises herbes poussent comme ça. Il suffit vous n'avez même pas besoin d'engrais. Mais il faut que la volonté politique soit là-dessus, met l'accent dessus, met les moyens, en allant même vers des coopératives, même n'importe quoi, mettre le village ensemble, 2, 3, 4 villages pour tel projet. Quand le paysan sait qu'il va produire, il va cultiver et qu'il saura écouler, qu'il va vendre, il va s'encourager. Mais s'il produit aujourd'hui et que sa production lui sert qu'à manger et le surplus c'est pour jeter, mais demain il ne va pas aller au champ. Soyons sérieux. C'est la même chose. Le pêcheur, il est dans un lac. Il va pêcher, sa consommation, le surplus, il ne sait pas l'évacuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Absolument. Et c'est ça les grands facteurs. La production locale, mais il faut mettre tous les moyens.
Moi, je suis content de vous entendre dire ça, d'autant que beaucoup pensent souvent que les associations, les ONG peuvent se substituer aux États. Non, un État avec des structures solides, fortes, peut permettre en effet à des populations qui ont toujours fait de l'agriculture ou de la pêche, là où elles vivent, elles ont cette culture. Mettre sur pied une politique qui encadre tous ces projets. Alors, avec un État, un pays comme le Congo, immense, vaste, pays continent, imaginons demain que vous ayez le pouvoir d'essayer de reformer ce pays. Vous faites quoi? Vous accélérez la décentralisation? Vous constituez un État fédéral? Qu'est-ce que vous faites pour permettre, par exemple, aux populations de l'Est du Congo de vivre en harmonie avec l'environnement qui est le leur, c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda, parce qu'ils regardent plutôt de ce côté-là, du côté de l'Est, à celle de l'Équateur, de faire idem. Comment vous faites? Vous faites quoi? Ne me faites pas dépasser de l'objectif. Aujourd'hui, nous parlons de la transition et c'est une transition très courte où ce pouvoir aura l'objectif d'organiser les élections et de prendre des mesures immédiates pour un peu soulager la misère de la population en prenant des mesures très... Ce pouvoir n'aura pas le temps d'aller étaler des projets à long terme. Il y aura des élections. C'est après les élections, le gouvernement qui sera élu, qui viendra des élections, devra faire maintenant un vrai programme. Mais n'empêche que même pendant la transition, le peuple doit vivre. Donc il faudra trouver des solutions rapide pour soulager cette population. Mais ce n'est pas à moi de le dire aujourd'hui, je ne suis pas du gouvernement de transition. Madame Arena, quel est le rôle de l'Europe par rapport à cela? Moi, je vais ajouter une chose, Madame Arena, vous qui avez eu cette expérience dans le gouvernement fédéral belge et maintenant une expérience dans le Parlement européen, vous pensez que l'Europe a encore confiance au Congo? Alors, je pense que l'Europe doit avoir confiance au Congo comme dans beaucoup d'autres pays africains, parce que je pense que l'Europe doit repenser la relation qu'elle a avec l'Afrique. Et ce n'est... des intérêts en Afrique. Oui, mais je pense que ce n'est que par la confiance que l'on peut rétablir une relation qui est une relation gagnant-gagnant. Et on a dit tout à l'heure le fait que la culture vivrière, l'agriculture africaine est en difficulté. C'est aussi parce que beaucoup de gouvernements africains ont préféré avoir des accords commerciaux qui favorisent leur exportation de produits, je dirais, non transformés, qui favorisent ces exportations, et en contrepartie, qui favorisent les importations de produits transformés qu'ils seraient capables de produire eux-mêmes, mais qu'ils ne produisent plus parce que quand ils viennent de la Chine, de l'Europe, du Brésil ou d'ailleurs, ils coûtent moins cher que quand ils sont produits localement actuellement, parce qu'il y a des économies d'échelle que les grandes structures internationales peuvent se garantir. Et donc on a des mécanismes aujourd'hui qui détruisent le développement local. Et l'Europe fait partie de ça aujourd'hui. Et donc on doit absolument, avec les États africains, revoir la manière dont on peut effectivement avoir des intérêts. Les Européens ont intérêt dans des matières premières africaines, c'est vrai. Mais comment est-ce que ces Européens payent correctement ces matières premières? Comment les États africains redistribuent correctement le bénéfice de cette matière première aux populations? Et comment aussi les gouvernements africains protègent leur développement local en empêchant d'être inondés? Je prends l'exemple de la production du lait en Europe. Vous savez que les agriculteurs aujourd'hui en Europe sont en surproduction de lait et on ne paye plus le lait au prix de la production. Donc c'est-à-dire on est vraiment dans une crise du lait. Eh bien que dit-on aux Européens? Ce n'est pas grave, vous allez pouvoir avoir le marché africain. Le problème c'est qu'il y a des éleveurs en Afrique. Il y a des éleveurs qui produisent du lait. Et donc si on exporte le lait européen en poudre en Afrique, eh bien ils vont tuer les pasteurs, les éleveurs africains. On aura gagné quoi? Rien du tout, parce qu'on aura... Bien sûr, massive. Et on aura des producteurs de lait en Europe qui seront des producteurs de lait pauvres, et on aura
en Afrique des gens qui s'appauvriront parce qu'ils devront importer effectivement tout ça. Donc il faut qu'on arrête ce cycle infernal et on en est responsable de part et d'autre, et les gouvernements africains et les gouvernements européens. On doit arrêter ce cycle infernal parce que tout le monde y perd. Et ça, c'est une responsabilité que l'on a en tant qu'État. Et la Belgique fédérale devra bien entendu changer ses comportements vis-à-vis de la relation qu'elle a avec l'Afrique, comme la France d'ailleurs. Mais c'est aussi une responsabilité européenne. Vous savez, moi, quand je suis arrivée ici, j'ai directement attaqué le problème des minerais des conflits. Pour avoir été à plusieurs reprises dans les différentes régions de l'Afrique où il y avait des conflits, on s'est vite rendu compte avec les cartes des Nations Unies que là où il y avait minerais, il y avait conflit. Et on s'est dit, quelle est notre responsabilité, nous, d'Européens? Eh bien, notre responsabilité, c'était de laisser faire des multinationales. C'était de les laisser piller les minerais. Alors, bien entendu, il y a une responsabilité africaine, bien sûr. Ces Africains doivent certifier les mines, lutter contre la contrebande, bien sûr. Mais notre responsabilité d'Européens, c'est de garantir que les multinationales ne soient pas complices de tout ça. Et donc, on a fait cette loi sur la traçabilité des minerais pour garantir que nos entreprises ne soient pas les complices des crimes qui aujourd'hui sont perpétrés en Afrique. C'est ça notre responsabilité d'Européens. On devra continuer, on devra contrôler, on devra aller de l'avant, mais on ne pourra le faire qu'en partenariat. Si la RDC ne met pas des moyens pour certifier ces mines, pour garantir que les mineurs, les creuseurs artisanaux soient protégés, eh bien, il y aura toujours la manière de contrebande, en fait. Et donc, on doit travailler ensemble pour faire en sorte que tout ça soit enfin un jour propre et ramène de l'argent aux populations. Et ça, c'est notre travail. Madame Arena, justement, cette traçabilité dévolue au processus de Kimberley n'a pas été efficace. Alors, avec le recul, les gens ont dit que bon, pourquoi on l'a mis sur place? C'est toujours dirigé par des grandes sociétés, des grandes firmes qui, elles, exploitaient auparavant les minerais. Vous savez, quand on a fait voter cette loi ici au Parlement, dans un premier temps au niveau du Parlement, les multinationales ont lobbyé pour voter contre la loi. Et malgré tout, malgré les lobbies des multinationales, nous avons obtenu que cette loi existe, tout simplement parce qu'on a fait une campagne en disant « vous êtes des criminels ». Et n'importe quelle multinationale n'aime pas se faire traiter de criminel. Elle peut le faire en dessous de la table, mais dès que c'est aux yeux et aux vues de tout le monde, ça commence à poser difficulté. Et on a obtenu cette législation. Maintenant, ce que nous demandons, ce sont des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous voulons que ces entreprises soient dans une chaîne responsable, il faut aider les populations locales à rentrer dans une certification des produits qu'elles produisent. Parce que ce que nous ne voulons pas, c'est que les creuseurs soient les victimes de cette traçabilité. Nous, ce que nous voulons, c'est que les creuseurs vivent correctement. Or, j'étais encore il y a 6 mois dans les Kivu et je voyais effectivement, comme vous, que cette traçabilité ne donnait pas suffisamment de revenus aux creuseurs. Et donc, on doit continuer à travailler, mettre des moyens sur la table pour que ces creuseurs soient suffisamment payés pour le travail qu'ils donnent. Et aussi, pour que ces creuseurs aient des alternatives. On parlait de l'agriculture. Si un foncier qui ne fonctionne pas correctement, si le foncier vous donne des droits en dessous de la terre, mais pas au-dessus de la terre, c'est-à-dire sur ce que vous cultivez, eh bien les gens, plutôt que de cultiver, ils vont détruire les terres. Et on voit dans une partie de la République démocratique du Congo, on ne peut plus cultiver. Les terres sont endommagées. Là où, par exemple, on fait des exploitations de l'or, il y a du cyanure partout, il n'y a aucun respect des eaux potables. Et donc, c'est ça aussi qu'on doit absolument contrôler, c'est qu'on ne vienne pas détruire les terres pour avoir accès au sous-sol. Et là aussi, c'est une responsabilité avec les autorités locales, provinciales, qui devront être prises. Mais encore une fois, il n'y a pas de miracle. On devra le faire ensemble. Si on ne le fait pas ensemble, ça ne se fera pas. Monsieur Katebe, justement, vous avez entrepris un projet de construction de maisons sociales en Angola. C'est 700 000 maisons sociales, si je ne me trompe pas, pour un budget de 60 milliards de dollars. Et donc, quelle est votre implication
en RDC, pourquoi en Angola? Oui, pourquoi pas la RDC, M. KTB? Parce que c'est beaucoup d'argent, hein, 700 000. 700 000 maisons sociales, 66 milliards de Alors dollars. qu'on sait que la situation économique de l'Angola quand même est beaucoup plus florissante que celle du Congo. Vous venez de poser une question qui me donne raison et qui confirme ce que je disais. Revenons au point de départ. La confiance, c'est très important. En tant qu'investisseur, si je n'ai pas confiance dans tel pays et que mes investissements ne seront pas garantis, mais je n'irai pas. Un point, un trait. Nous sommes dans le monde des affaires. Mais là, ce pays m'offre toutes les garanties que je peux retrouver mes investissements. J'y vais. C'est tout simple. C'est tout Mais est-ce que simple. vous pouvez donc tout ramener à business is business? Mais non, il y a... Mais non. Il Le faut business n'existe pas sans harmonie sociale, stabilité sans paix, sans démocratique. stabilité démocratique. Voilà. C'est impossible. La stabilité démocratique. Comme elle dit, la stabilité, tout ça, Malheureusement, c'est ça qui vous donne confiance. on Et arrive je à vais la vous fin. dire autre chose. Quand il y a une coopération, une collaboration, il y a toujours deux parties. Et les deux parties doivent être animées de bonne foi. C'est comme dans le mariage. Maintenant, vous vous mariez là. Donc, il y a deux parties, il y a la volonté et il y a la confiance. Ça doit être des deux côtés. Parce que quand il y a succès, c'est pour les deux parties. Et quand il n'y a pas succès, la On dit pour le meilleur et responsabilité... pour le pire. On va laisser Madame Arena conclure parce qu'on va passer au prochain sujet. On vous laisse conclure alors par rapport à la Je pense qu'effectivement, la stabilité des institutions dans un pays est essentielle pour le développement des populations, pour la démocratie, pour la liberté d'expression, mais aussi pour l'économie dans un pays. Et donc, si on plaide effectivement pour cette stabilité en République démocratique du Congo, qui est un pays continent, c'est important pour toute l'Afrique, la stabilité de la RDC. Et donc pour nous, c'est quelque chose qui vaut d'un point de vue démocratique, d'un point de vue des besoins des populations, mais aussi d'un point de vue des investissements. Et je pense que ce pays pourrait être un exemple pour l'Afrique si les choses se passaient bien. Ok, merci. Nous vous Merci à remercions.